Je crois qu'elles ont ouvert beaucoup de pistes de réflexion. Le moment est venu à votre tour d'intervenir, de questionner. Et donc, je vous propose, nous avons une bonne demi-heure devant nous, je vous propose qu'on regroupe peut-être par série de 3-4 questions ou interventions, si vous voulez ne pas être trop long, de façon à ce que le maximum d'entre vous puisse s'exprimer. Et ensuite, les amis ici présents répondront. Alors, qui est le premier? C'est bien l'habitude, on est obligé de passer directement à la seconde. Oui, Babacar. Donner une information, il y a sur les deux côtés là, il n'y a pas de micro, donc il y aura des micro-baladeurs là, si vous voulez vous exprimer. Hein. N'hésitez pas à lever la main. Si vous voulez bien vous présenter, avant de prendre la parole, merci. Je crois qu'il marche là. Bonsoir. Un débat très riche. C'est intéressant que depuis 1905, maintenant, on commence à vraiment de dire qu'il faut sauver la laïcité. Petite parenthèse, parce que moi, je suis de même origine que Shahla, mais je suis venu beaucoup en avant. Shahla a dit quelque chose de très intéressant, et puis par contre, elle a dit que les Iraniens n'étaient pas au courant. Il y avait une organisation qui s'appelait chez les guérilleros du peuple, qui y avait un dirigeant, Bijan Jazani, qui en 63 a écrit un livre, l'histoire de 30 ans. Il a dit dans ce livre-là, la révolution a eu lieu en 79, il a dit dans ce livre-là que Khomeini va reprendre le pouvoir. Et il a été exécuté par le Shah d'Iran. Donc, d'autre part, il y a plusieurs choses qu'on a entendues. Les femmes qui s'habillent avec les voiles et tout ça, en Iran, avant la révolution, c'était quelque chose de contestation et tout ça, les femmes s'habillaient comme ça. Mais vous voyez bien que les femmes ont transformé en Iran les voiles comme un objet de séduction. C'est changé complètement, cette histoire. Et l'histoire de la femme iranienne, c'est important, c'est pas pour donner l'importance simplement aux femmes iraniennes. Mais il y a des choses qu'on a oubliées. La laïcité, c'est une pratique. Malheureusement, on ne pratique pas. Il faut pratiquer des bas âges à l'école. À l'école, il n'y a plus laïque. Donc, vous avez dit quelque chose qui est intéressant. Dans la laïcité, quand même, il y a les deux lois que vous avez parlé. Vous avez dit c'est la séparation des églises et de l'État. Maintenant, je dis peut-être il faut faire un petit bémol là-dedans, de dire la séparation de toutes les religions avec tous les États du monde. Ça veut dire universaliser. Deuxièmement, c'est vous avez oublié de dire qu'il y a quand même une religion qui est aussi importante, aussi dangereuse, c'est la religion de l'argent. La religion de ce qui impose l'Arabie Saoudite et le Qatar et ces pays-là. Donc, vous voyez bien que tout ce qui se passe et tout ça, c'est l'Arabie Saoudite. Et puis, bon, récemment, on a vu que le pape, à la place de s'occuper de ces prêtres pédophiles, il s'occupe de la laïcité à l'école en France. Et je pense que cette laïcité, qu'on en parle maintenant, même Condorcet, si vous voyez bien, Condorcet, il a parlé de l'islam, c'est une religion qui est bien et tout ça, parce qu'il ne connaissait pas les talibans, ni Daesh et tout ça. Ça veut dire que l'islam est en train de vivre l'inquisition de catholicisme actuellement. Vous voyez? Et moi, j'étais étonné. Quand on vient d'Iran, moi, j'étais élevé dans un milieu laïque et tout ça. Quand on vient d'Iran en France, et on voit, il y a des lois blasphématoires. Ça veut dire, pour des choses, on met des lois pour des pensées qui ne respectent pas la moitié de l'humanité. Et on me demande de respecter ça. Bientôt, je crois qu'il faut que je prépare le dossier pour aller demander l'asile politique, peut-être en Afghanistan. Donc, c'est intéressant de voir ça, mais la République est absente dans les quartiers. Quand il y a l'absence de la République dans les quartiers, je ne sais pas si vous êtes de Nantes, je peux vous emmener dans les quartiers populaires, vous verrez ce qu'ils sont là. Hein. Et il y a plein de choses. Bien sûr que Marine Le Pen va récupérer ça. Bientôt, on va entendre que le 1er mai, c'est la fête de Jeanne d'Arc. On entend déjà. Donc moi, je peux aller plus loin, mais je sais qu'il y a d'autres interventions. Merci.
Oui, écoutez, je suis Augustin Barbara, je suis socio-ethnologue. J'ai travaillé longtemps avec Germaine Tillion. Justement, si vous voulez, je suis un peu surpris par ce que j'ai entendu. Un peu, il y a le texte et il y a le contexte. J'ai lu Penser le Coran de 2 Égyptiens qui montrent comment des versets ont été écrits selon un contexte. Et vous avez les versets qui abolissent d'autres versets, etc. Et c'est des sémiotes et sociolinguistes qui montrent comment le Coran a été écrit. Pour la Bible, c'est une légende. Et si on lit les écrits de Delphine Horviller, on a une autre idée de la Bible telle que vous l'avez présentée. Et sur Germaine Tillion, qui, elle, était une scientifique, elle explique avec le harem et les cousins l'évolution du patriarcat. Elle est contre la soumission de la femme dans la Méditerranée. C'est un livre, je dirais, indispensable à connaître quand on parle des femmes, la supériorité des hommes sur les femmes. Elle donne une explication ethnologique. Et après, elle devient militante pour lutter contre la supériorité de l'homme sur la femme. Voilà, je voudrais vous dire cela. Personnellement, je travaille là-dessus tous les jours sur l'interculturel depuis 30 ans. Et je peux vous donner des exemples aussi sur ce point de vue-là. Voilà. Merci. Donc on a compris son intervention. Il y a peut-être des questions et peut-être un lien avec l'actualité. Parce que la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire de ce débat, de ces réflexions dans le cadre de l'action républicaine pour notre pays avec les échéances. Alors, qui veut intervenir, poser des questions? Quelqu'un d'autre qui n'est pas encore intervenu? Attends, je ne vois pas. Madame, devant. Attendez, non, prenez le micro, madame, parce qu'on ne va pas vous entendre. Ah, bon. C'est pas une question, non, c'est encore... Pardon, me présenter, donc je viens de Brest et je suis arabisante de formation, donc je connais un peu l'histoire de l'islam, etc. Et ce que j'allais dire, c'était juste un commentaire par rapport à l'Iran. Je trouve que c'est très important de regarder l'histoire de l'Iran comme mauvais exemple pour ce qui se passe en ce moment dans le monde occidental. Donc on se fait avoir par les forces islamistes en les prenant pour des forces révolutionnaires. Bon, si révolution veut dire renverser quelque chose, d'accord, mais c'est la croyance de la gauche qui est, de mon avis, assez dangereuse en ce moment. Et puis je trouve que Madame a très bien souligné qu'il y a un financement des forces et des États islamiques comme tous les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite et l'Iran qui financent des mouvements islamistes ou qui font la mission. Donc c'est un aspect très très important, je trouve, dans tout le discours. Qu'est-ce qui s'est passé en Iran? Voilà. Merci. Monsieur qui est derrière. Oui, non, moi c'était une question sur le voile, parce qu'on comprend... C'est intéressant qu'on sache qui vous êtes, Ah, oui, de quel point vous parlez. Philippe de Nantes, enseignant, syndicaliste et militant politique. Et associatif, d'ailleurs, membre de la Ligue des droits de l'homme, qui n'a pas toujours d'excellentes relations avec votre comité, mais ce n'est pas forcément un problème. Moi, je voulais intervenir sur le voile. Hein. Je pense qu'on comprend bien qu'on peut avoir un engagement religieux, musulman, et on a un rapport pas du tout distancié au texte. Donc, on lit dans le texte qu'on doit être voilé, et donc on se voile. Et ces textes, ils existent, contrairement à ce qui vient d'être dit tout à l'heure. Hein. Je pense que les textes, ils ont été rappelés tout à l'heure, et les textes de Saint Paul, on peut tourner les choses dans tous les sens. Ils sont particulièrement frappants sur la domination des hommes sur les femmes. Mais
tout à l'heure, c'est une question pour Chaleh Shafik. Vous avez dit à un moment donné, voilà, je rencontre cette Iranienne, visiblement c'était au début de la Révolution, et elle portait le voile pas tellement parce que c'était marqué dans le Coran, mais pour elle c'était un signe d'affirmation, à la limite anti-impérialiste. Et donc ma question, elle est liée à ça, mais dans le contexte français d'aujourd'hui, hein, avec par exemple non seulement la burqa, le voile, mais par exemple cet été le burkini. Quelles peuvent être aujourd'hui, en dehors de celles qui le portent parce que c'est une adhésion littéraliste au texte, comment vous expliquez aujourd'hui qu'il y ait, quelles sont les causes de du développement de ce phénomène en dehors de l'engagement religieux? Une chose pour les personnes qui ont parlé, merci d'éteindre le micro. Madame? Où est-ce que j'appuie? Alors, on prend une dernière intervention avant de rendre la parole à la tribune. Au premier rang, monsieur. Oui, donc André Rongière, j'anime un collectif 1905 donc, dans les Deux-Sèvres, donc, qui comprend effectivement la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement et un certain nombre d'organisations qui défendent la laïcité. Je voudrais revenir sur un point, on en a beaucoup parlé, mais un point qui me paraît fondamental, c'est l'école. L'école, on assiste donc... vous avez signalé que, effectivement, l'école c'est pas l'école qui est obligatoire. Hein. C'est en fait l'enseignement qui est obligatoire. Et le phénomène que l'on observe actuellement, c'est une déscolarisation au profit donc des enseignements d'écoles confessionnelles, qu'elles soient coraniques ou autres. Hein, ou autres. Donc, ne vaudrait-il mieux pas revenir à notre bon enseignement, je dirais, laïque et obligatoire cette fois-ci, c'est-à-dire rendre la scolarisation obligatoire. Je ne vais pas dire que je reviendrai au monopole de l'école laïque parce que je lancerai une nouvelle guerre, mais tout au moins à une scolarisation d'écoles sous contrat, c'est-à-dire contrôlée par l'État. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est une remarque. On a beaucoup parlé des textes, hein, donc des textes du fondement de la religion. N'oubliez pas que, quand même, la laïcité, les textes, la religion, c'est du domaine de la croyance. Or, la laïcité, je dirais, je ne dis pas qu'elle ignore, mais elle fait fi de la croyance, c'est-à-dire qu'elle laisse à chacun croire ou ne pas croire. La laïcité, elle, se base en fait sur le savoir, c'est-à-dire sur le savoir scientifique. C'est sur le savoir scientifique, sur le savoir parler, sur le savoir s'exprimer, sur le savoir donc comprendre. Je ne reprendrai pas les textes de Condorcet. Donc je voudrais quand même qu'on ne limite pas la laïcité, je dirais, en une analyse des textes religieux. J'ai dit. Oui, bonjour. J'ai beaucoup apprécié l'intervention, la dernière, de madame. Je suis désolée, je n'arriverai certainement pas bien à prononcer votre nom. Et, voilà. Vous nous donnez le vôtre? Oui, Christine Meyer, militante politique nantaise. J'ai surtout apprécié le fait que vous ayez bien montré qu'il y avait eu en fait une politisation de la religion. C'est-à-dire que la question était vraiment une question politique et pas exclusivement une question religieuse. Et ça, je crois que c'est un point important, y compris pour nous en France et pas du tout uniquement en Iran, mais je dirais pour l'ensemble d'une grande partie de la planète aujourd'hui avec les phénomènes effectivement de fondamentalisme. Pourquoi ? Parce que effectivement, la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État, la liberté de conscience, etc. Mais pourquoi la lutte contre les religions s'est faite au nom de l'émancipation, comme vous l'avez rappelé. Et je crois que c'est pas tellement seulement la lutte contre les religions, mais la lutte contre toutes les formes, je dirais, d'assujettissement et de dépendance de l'homme, du sujet, par rapport à d'autres formes, disons, hétérodoxes, enfin, extérieures au sujet. Donc l'interdiction, disons, de penser par soi-même, l'obligation de ne pas penser par soi-même. Or, je crois que
aujourd'hui, la religion dont l'islam, il faut quand même nommer les choses, est aujourd'hui un des vecteurs effectivement de ce fondamentalisme, les autres religions s'introduisant à la suite, mais aujourd'hui c'est quand même l'islam qui joue ce rôle, eh bien elle joue ce rôle effectivement en tant qu'elle interdit, et je crois que c'est comme ça qu'il faut la combattre, cette pensée par soi-même, enfin ce qu'on appelait pensée par soi-même au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle. Or, aujourd'hui, le problème, il est donc politique, c'est-à-dire contre toutes les forces qui empêchent effectivement le sujet de penser par lui-même. Or, aujourd'hui, je pense que cette façon, effectivement, de ne pas permettre l'émancipation du sujet, elle passe aussi par le communautarisme et par l'aspect culturel, et pas seulement cultuel. Et les religions s'introduisent effectivement dans, je dirais, à la fois l'espace public et une forme de domination intellectuelle et une domination du sujet par l'espace culturel et par le communautarisme. Et je crois qu'aujourd'hui, si on est laïque et si on veut défendre la laïcité, c'est-à-dire défendre l'émancipation du sujet, les possibilités émancipatrices que possède effectivement la raison, mais éventuellement qu'on peut aussi trouver dans certains textes religieux, il ne faut pas forcément tout exclure, eh bien ce contre quoi il faut lutter, c'est évidemment contre les religions, mais contre, je dirais, le communautarisme, contre tout ce qui enferme l'individu dans une appartenance, quelle que soit cette appartenance, et y compris les appartenances culturelles. Et je crois que c'est ce point-là qu'il faut rappeler aussi. Merci. Est-ce que... Voilà, vas-y. Ça y est ? Oui. Alors, effectivement, on a des questions qui sont très, très riches. J'ai pris quelques notes parce que vous avez tous des interventions qui sont très, très intéressantes et le débat prend une tournure parfaitement intéressante. Alors, je vais d'abord rebondir sur l'intervention de Madame parce qu'elle a totalement raison. Effectivement, la religion s'appuie principalement sur le communautarisme pour assigner l'individu à une identité, pour l'assigner à une culture et à une religion, à une pratique religieuse, et pour l'empêcher d'en sortir. Et la religion, évidemment, est le barrage, la laïcité, pardon, est le barrage à cette assignation. Mais ce barrage à l'assignation passe aussi. Et là, je rebondis sur l'intervention de monsieur du collectif 1905, elle passe d'abord et avant tout par une école laïque et républicaine qui transmet des valeurs, qui transmet aussi des principes. Parce que la laïcité, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas ce que j'ai entendu, une pratique uniquement. La laïcité, c'est un principe, c'est une organisation de la société. C'est le fait de dire l'État ne s'inquiète pas des religions, mais les religions ne s'inquiètent pas de l'État. Par contre, l'État garde un droit de regard sur la façon dont les religions vont essayer de s'imprégner, puisqu'il existe quand même une police des cultes en France, il faut le rappeler. Mais il y a aussi un autre problème qu'il va falloir quand même identifier, qu'il va falloir combattre. C'est le clientélisme politique. Parce que si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un certain nombre de politiques qui ont compris qu'en s'appuyant sur le communautarisme et en faisant des statistiques ethniques, mais sous la table, on arrive à essayer de sacraliser des circonscriptions, de sacraliser des cantons ou des mairies, ou éventuellement de se préparer pour des élections présidentielles. Donc la véritable question au centre, c'est que font les élus ? Parce que la République, c'est une chose, mais la République, elle est portée. Et ce sont nos élus qui, aujourd'hui, ont un véritable rôle de porter, de défendre cette République, et donc, au final, de porter la laïcité. Mais quand on a un élu qui distribue des enveloppes parlementaires à des associations cultuelles, quand on a des mairies, comme on l'a vu dans les derniers reportages, qui financent la construction de centres culturels islamiques, alors qu'on sait parfaitement qu'il s'agit de construction de mosquées et qu'on investit des millions d'euros là-dedans, alors qu'on pourrait donner cet argent à des centres d'IVG, qu'on pourrait donner cet argent à des plannings familiaux, il y a quand même une vraie question à se poser. Parce qu'on favorise l'imprégnation de notre tissu social par des religions qui ne veulent pas forcément de bien à la démocratie. Merci. Moi, j'ai trouvé ça veut dire que j'ai noté 2 ou 3 questions. Tout d'abord, je pense que, M. Agustin, vous avez Augustine Barbara. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer avant aussi à Nantes.
effectivement, donc le religieux doit être aussi mis à une réflexion anthropologique, sociale et politique, puisque le religieux, c'est une institution comme les autres et elle évolue ou elle évolue pas dans l'interaction avec les autres. Maintenant, vous savez mieux que moi que la religion, c'est la seule idée qui répond au-delà aussi, à la mort. Et l'être humain étant très, très inquiété par la mort, donc c'est quand même quelque chose qui est très complexe, la religion. Et je suis persuadée moi-même, maintenant ça n'engage que moi, et l'expérience soviétique le démontre, on ne peut pas annihiler la religion, on ne peut pas annihiler la croyance. Et aussi, certaines idéologies peuvent aussi devenir aussi fascistes que toute idéologie qui devient totalitaire, qui revendique la absolue vérité, pourrait être aussi à l'origine des massacres, comme on a vu dans l'histoire de l'humanité. La religion, comme dirait Maxime Rodinson, pourrait avoir des tendances humanisantes, comme on voit par exemple chez les musulmans, les soufis ou les autres versions très, très, très littéraires qui disent la relation avec le Dieu, c'est une relation presque érotique, avec la poésie, la danse, etc. Et ils sont aujourd'hui en Iran, par exemple, en prison, les darwiches, parce que leur islam ne plaît pas. Et ça pourrait être aussi une relation très fascisante. Si vous voulez, il y a deux tendances. Et chez les catholiques, on le voit, il existe aussi des catholiques laïcs qui ont participé dans le combat pour la laïcité. Il existe aussi des catholiques intégristes. Moi, je pense que la chose sur laquelle la laïcité, c'est ça qui a du génial dans la laïcité, c'est qu'on s'intéresse à la séparation des croyances et de l'État. Ça veut dire, en fait, on garantit la liberté de conscience, qui voudrait dire croire, ne pas croire, mais aussi sortir d'une religion, ce qui n'est pas possible dans les sectes. Donc, la laïcité est contre la sectarisation de la religion aussi, c'est contre les sectes aussi. Et donc, c'est de ça que c'est émancipatrice. Ça veut dire qu'en fait, ça donne, comme vous avez dit, madame, l'idée de l'égalité, de l'autonomie et de la réflexion critique. Et cette réflexion critique n'est pas possible. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, je pense que Laurence, je ne prends pas la même entrée de texte, puisque le texte est infini. Ça pourrait être, comme vous avez dit, légende, ça pourrait être... Mais c'est intéressant d'avoir ce genre de discours, puisqu'il faudrait que le texte religieux soit lu aussi par ce prisme-là. Et si on l'interdit, c'est le début de la censure. Même, on pourrait en débattre, on pourrait dire, voilà, il y a des autres qui le lisent autrement, mais ce qui est clair et net, c'est que si il n'y a pas une séparation, on ne pourrait pas le lire de telle façon. Et on pourrait trouver ça blasphématoire, on pourrait envoyer les gens à la prison, on pourrait... Voilà, c'est ça qui est quand même grave et tragique. Et c'est ça qui a amené la tragédie de la mise à mort des caricaturistes de Charlie Hebdo. C'est pas, si vous voulez, les gens peuvent se trouver blessés par un texte, par une lecture, par quelque chose, c'est normal. Ça s'appelle la liberté d'expression et ils peuvent porter plainte. Mais on arrive à une idéologie totalitaire où vous devenez... Vous allez tuer les personnes parce qu'ils n'ont pas dit ce que vous souhaitez, parce qu'ils ont dit que la religion était ci et ça. Et c'est ça qui est dans notre époque en train de se développer. Parce qu'au sein des Nations Unies, les pays dictatoriaux se sont mis ensemble avec les dignitaires des intégristes religieux pour faire de la blasphème un délit, comme le racisme. Ça n'a rien à voir. Le racisme, c'est autre chose que blasphémer. Donc, il y a un délit de blasphème qui est en train de se trouver. Et ça va à l'encontre de la liberté d'expression. C'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, dans notre époque, avec ce vide social et politique, etc. Maintenant, on revient sur la question de voile.
J'ai fait dans mon essai un chapitre sur ce changement de symbolique de voile et je suis absolument d'accord avec madame. L'expérience iranienne, c'est vraiment une mine de réflexion par rapport à la situation actuelle dans le monde entier, de toute façon. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ça m'a coûté en termes de temps, mais je pense que c'est important de pouvoir le mettre en réflexion. Sur le voile, ce que nous avons vu en Iran, c'était, voilà, il y a eu le voile de ma grand-mère, il y a eu le voile éducationnel, il y a eu le... Moi, j'étais intéressée à l'âge de 12 ans de le porter puisque j'étais fascinée par l'image de ma grand-mère. Mais elle me dit, attends, c'est pas maintenant, après. Et je lui disais, pourquoi tu le portes? Elle disait, ça m'a été imposé, c'est mon éducation. Maintenant, c'est difficile pour moi. Mais pour toi, c'est pas difficile, il faut que tu te donnes le temps. Et effectivement, le voile islamiste qui est arrivé après, il voulait l'imposer, le coller sur la tête des gens, et en disant c'est une identité. C'est ça le danger, c'est une identité. Le voile devient une identité, alors que, comme a été dit, que dans la lecture des textes, on le voit, le voile n'est pas seulement islamique, le voile existait dans toutes les religions. Et la question essentielle, quand la religion devient la loi, elle l'impose, pas la religion croyance, puisqu'il y a par exemple des alawites en Turquie où le voile est interdit, c'est des musulmans, mais le voile est interdit. Il y a les différentes interprétations, mais ce qui est clair et net, c'est que dès que l'islam devient la loi, il impose le voile. Et donc la question à se poser, c'est pourquoi il n'est pas imposé aux hommes. Dans aucune loi religieuse, il n'est pas imposé aux hommes. Donc ça pose la question en termes de la conception de corps des femmes comme les lieux de tentation, comme le lieu de péché. Et c'est ça qui me gêne. C'est qu'en fait, c'est pourquoi, si vous voulez, ça pose une question très complexe, mais aujourd'hui, tous ces ressorts sont mobilisés par les islamistes pour développer le voile comme un objet identitaire, ce qui a été fait en Iran aussi. Et j'ai discuté en Iran avec les étudiants voilés, et j'ai discuté ici avec les étudiants voilés. Et étrangement, ça renvoie au même argument. Ça renvoie à l'argument premier. Je suis femme, je ne veux pas que mon corps soit objet sexuel, donc ça me protège. Dans certains quartiers, vous le voyez aussi, les jeunes filles qui portent le voile pour se protéger du regard des autres, du contrôle des autres, mais aussi de ce regard que la culture pornographique renvoie tout le temps aux femmes, la femme objet, etc. Mais quand vous portez le voile, de toute façon, vous marquez aussi votre corps par rapport à une identité sexuelle. Vous dites aussi que vous êtes un objet quelque part. Et ça, c'est pas assez travaillé. Vous vous marquez, vous voulez vous protéger, mais vous exposez en tant que femme objet quelque part, paradoxalement. Et deuxième chose, c'est la lecture de versets de manière littérale. Et troisième chose, c'est la lutte antiraciste, puisque les gens disent, parce que nous, les musulmans ici, sont stigmatisés, on va afficher cela pour dire qu'on est fiers. Mais on ne va pas lutter contre le racisme par le sexisme, quand même. C'est pourquoi je dis la question demande un débat pédagogique, un débat complexe. Et en fin de compte, il y a aussi cette histoire des milliards qui sont déployés pour le business de voile, la business de voile, comme la laïcisation, comme les autres choses. Puisque, si vous voulez, si vous regardez les satellites aujourd'hui qui disent oui, la femme... si vous regardez les sites islamistes, si vous regardez les sites des autres intégristes, ils font quoi? Ils font de la libération sexuelle des femmes un processus prostitutionnel. Ils confondent les deux choses. Ça veut dire, en fait, ils disent aux parents, si vos filles sont libérées, ça veut dire qu'elles vont coucher avec tout le monde et que la prostitution vient de la libération sexuelle, alors que c'est tout à fait le contraire. Ils déforment les réformes émancipatrices, ils le travaillent de manière pédagogique, ils répondent aux inquiétudes des parents, ils répondent aux inquiétudes des jeunes femmes, et ils sont en train de dire, c'est pas comme avant, c'est pas comme les décennies avant où on disait il faudrait que tu sois soumise et tout, c'est pas ça.
Ils disent, vous êtes de perles, vous avez besoin de protection, vous avez une valorisation extrême, et ils mobilisent tous les ressorts de la virilité, de la féminité, pour rendre le voile intéressant. Et ça, le travail contraire, c'est pas fait. Et quand vous regardez, par exemple, le discours des femmes qui portent le burqa, j'étais les interviewées, ou les autres, vous retrouvez les mêmes ressorts. Je suis protégée, je suis en sécurité, je suis aimée, je suis protégée. On revient à ancien discours patriarcal, mais renouvelé avec les éléments modernes, avec les business, avec les voiles assortis, avec les chaussures, avec la rose, etc., etc. Tous les ressorts publicitaires sont mis à cela. Et moi, je pense que bien sûr que les élus ont un rôle, mais les citoyens aussi. Ça veut dire chacun de nous, nous pouvons quand même, avec les réflexions, devenir des interlocuteurs de ce débat. Puisque c'est un débat social qui ne nous lâche pas. Et c'est à la fois dans les quartiers, mais aussi dans tous les milieux sociaux. Et c'est un débat sur quelle est la fonction sociale, quelle est la fonction sociale des valeurs démocratiques. Puisque dans les jeunes, de manière générale, que ce soit de gauche, de droite, ou etc., les gens sont en train de perdre les repères en disant à quoi ça sert la liberté pour moi personnellement, à quoi ça sert l'égalité pour moi personnellement. Et comme on vit dans un monde fortement inégalitaire, toutes ces valeurs-là passent comme les choses qui sont rien, de blabla. Et combien de fois dans les lycées, dans les collèges, on l'entend. Moi, j'ai eu le plaisir d'entendre les gens que le plaisir et le déplaisir aussi, de dire, madame, ça sert à rien, puisque, voilà, il y a des inégalités. Mais si on travaille suffisamment sur ces fonctions, on voit que ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à exister même en tant que sujet et individu. Et ce type d'assemblée, c'est même pas imaginable ailleurs, dans les pays qui n'affichent pas ces valeurs-là. C'est inimaginable qu'on puisse même discuter, réfléchir, etc. Et ça, c'est des fortunes. Seulement, en France, on a pris l'habitude de se autoflageller aussi beaucoup sur ces valeurs. Effectivement, on a le droit de critiquer, bien sûr, et de focaliser sur les discriminations. Je suis d'accord, le premier, sur le racisme, etc. Mais face à cela, il faut travailler sur le rôle de ces valeurs et de dire comment ces valeurs peuvent nous permettre, et la laïcité peut nous permettre d'aller contre les discriminations. Et le contraire, ce n'est pas possible. Voilà. C'est par rapport à ça. Je pense que vous êtes sensible à la force de ce que nous sommes en train d'entendre. Je vous propose, parce que malheureusement l'heure tourne, que nous prenions encore 3 interventions et de la salle. Alors comme toujours à la fin, il y a un monsieur là, il y a un deuxième monsieur là-bas. 3, 4. Je remarque on a beaucoup parlé de femmes, mais il y a moins de femmes qui s'expriment que d'hommes. Voilà, alors 1, 2, 3 et 4. Je vous demande de faire court, de façon à ce qu'on puisse terminer et libérer la salle dans les délais. Voilà, le monsieur là-bas tout au fond, allez-y. Vous vous présentez, merci. Oui, Albert Mahé, retraité. Simplement pour dire que je crois qu'il ne faut pas ramener le combat laïque à un combat contre les religions. En 1905, ça n'a pas été un combat contre les religions, ça a été un combat contre l'Église catholique. Et il ne faut pas confondre le combat. Si la laïcité, c'est pouvoir croire ou de ne pas croire, de faire partie d'une religion ou pas. Et si on a ce dialogue permanent en disant la laïcité, c'est contre la religion, eh bien, le combat laïque est mal engagé. C'est tout. Merci. Alors, madame. Merci, je suis Fatima Lalem, sociologue et militante féministe. Je voulais vous dire, Laurence, que j'ai trouvé intéressant votre approche, mais dans une perspective historique. Elle aurait mérité peut-être un ancrage un peu plus en interrogation politique et d'actualité. La grille de lecture du patriarcat
au regard des religions, elle est pertinente, mais à un moment donné, il faut bien qu'on se pose des questions fondamentales. À quel moment s'est opéré ce gap? Parce que jusqu'à nouvel ordre, depuis une cinquantaine d'années, que ce soit en France ou ailleurs, il y a des mouvements de lutte pour les droits des femmes qui ont permis de déconstruire un certain nombre d'inégalités, d'éléments de soumission, etc. Et bien évidemment, le voilement, dans sa conception traditionnelle et patriarcale, s'inscrivait dans ce champ qui faisait l'objet de déconstruction, et pas seulement en France. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30-40 ans? Alors bon, j'adhère tout à fait à l'analyse des mouvements qui se sont passés un peu partout au niveau géopolitique, au niveau de la montée de l'islamisme, qui a été bien explicité par Challa au regard des enjeux et des instrumentalisations politiques du champ du religieux. Mais il n'en demeure pas moins que je pense que c'est justement complexe parce qu'il faut prendre en considération plusieurs éléments. Quand on parle du voile, on sait qu'il y a un voile consentement, qu'il y a un voile obligation, assignation à résidence communautaire, qu'il y a un voile de propagande politique et qu'il y a un voile qui renvoie plutôt une acceptation d'une norme qui est une norme in fine wahhabite et qui a dominé d'abord le monde musulman et qui aujourd'hui a tendance à se développer un peu partout. Mais cette norme, elle ne s'est pas posée comme ça chez nous. Il y a eu quand même un contexte particulier. Monsieur Kessel y a fait référence en introduction, de choses très importantes qui ont travaillé notre société et qu'on a laissé faire. Vous avez parlé des deals politiques, vous avez parlé de ce qui s'est passé en termes de, finalement, on a laissé un certain nombre de tuteurs communautaristes, je crois que c'est Challa qui en a parlé, prendre la place des institutions républicaines. On a dealé, monsieur faisait référence au niveau économique, on a laissé aussi une emprise, on a laissé une emprise effectivement financière, économique et géopolitique importante. Hein. On sait très bien que on commerce très bien avec nos amis saoudiens, et haro sur les dictateurs affaiblis. Mais tout ça produit, je vais faire court, tout ça produit quelque chose qui, à un moment donné, fait que on passe dans les cités d'une grille de lecture du voile soumission au voile émancipation, ou en tout cas au voile protection. Je ne ferai pas l'analyse du rapport à la sexualisation du corps des femmes, est-ce que ça représente le voile séducteur, le visible, l'invisible qui devient particulièrement visible, mais bon, je laisserai ce travail au psychologue. Mais il me semble qu'il faut qu'on ait cette approche un peu plus forte. Je voulais juste faire une petite remarque par rapport au planning, puisque j'y ai beaucoup milité. Aujourd'hui, le planning familial n'est pas particulièrement fragilisé au niveau national. Il pourrait le devenir, il y a des menaces. Il y a certains partis politiques, notamment le Front National, qui effectivement s'est exprimé là-dessus très clairement. Mais il faut reconnaître au gouvernement actuel que depuis 2012, il y a eu plutôt des lois favorables au renforcement au droit à l'avortement. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un élément fondateur par rapport aux droits des femmes. Alors, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il soit particulièrement fragilisé, même si je déplore que certaines représentantes de ce mouvement ne brillent pas par un positionnement très laïque. Merci. Il y a tellement de sujets qui appelleraient des développements. Alors je laisse nos amis, je leur demande également d'être concises parce que le temps tourne. Qui commence? Laurence. Oui, excuse-moi. Voilà, alors ça va être compliqué. Je vais revenir effectivement sur la
condition féminine, sur l'avortement. Et d'abord, on va reparler de l'arrivée justement de ces revendications, du retour de ces revendications religieuses dans le débat public. Alors moi, je la situe plutôt au milieu des années 80, c'est ce retour du religieux dans le débat public, d'abord par le renoncement des lois Savary. Parce que c'est vraiment là qu'on renonce à avoir une école justement républicaine, laïque, forte, puisqu'on décide d'ouvrir largement les moyens de l'école privée, confessionnelle. Et là, on a vraiment fauté, l'État français a fauté. Et puis, à ce même moment, on a une invasion, parce qu'on ne peut pas le nommer autrement, des prédicateurs qui émanent justement de ces fameuses théocraties et qui viennent pour prêcher la bonne parole dans les territoires affaiblis, notamment socialement et culturellement. Parce que ce sont des jeunes qui ont une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, qui sont dans des territoires où les parents ont renoncé à leur culture, ont renoncé à leur religion, ne l'ont pas transmise. Et donc on se retrouve avec un terreau socioculturel qui est affaibli, où les prédicateurs, évidemment, peuvent faire leur marché sur une jeunesse en déshérence. Donc ces prédicateurs, pendant 30 ans, on les a laissés œuvrer, sans jamais les sortir des quartiers. Et je peux même vous dire qu'il y a des endroits où les maires, ou les députés, ou les conseillers généraux, donc ou les élus, se sont battus pour que ces gens qui sont arrivés sur notre territoire sans avoir de papiers en règle aient des documents en règle et puissent continuer à faire ce travail de sape sur le territoire en leur donnant en plus des moyens, puisqu'en règle générale, on leur a attribué des jeunes qui étaient déjà convertis à cette pratique politique de l'islam pour pouvoir justement acheter la paix sociale dans les quartiers. Et ça, c'est la politique des grands frères. Première chose. Deuxième chose, sur l'histoire des centres de planning familiaux et d'IVG. Alors effectivement, on a eu des avancées depuis 2012, mais l'intention n'est pas forcément suivie de moyens. Et c'est bien là la question. C'est-à-dire que, par exemple, dans le 93, territoire où justement on devrait avoir une lutte féministe féroce, parce que c'est un territoire qui est vraiment conquis par un islam politique dangereux, violent, et dans lequel les politiques ont clairement renoncé, on a un délai pour avorter de 5 semaines, aux dernières nouvelles. 5 semaines, mais après, voilà, 5 semaines, quand on sait que normalement, le délai requis pour éviter tout traumatisme, etc., c'est plutôt 5 jours. Donc il y a vraiment un souci entre l'intention et les actes. Merci. Par rapport à la question de famille et le rôle dans les violences intrafamiliales, je pense que c'est une donnée universelle. C'est-à-dire partout, dans toutes les cultures, il y a eu toujours, quand il n'y a pas eu... Regardez l'histoire de pédophilie, regardez quand il y a les droits d'enfants, quand il n'a pas été reconnu. Et effectivement, dans les familles, il y a toujours ces intérêts. Et quand il y a la domination des femmes aussi, les mères deviennent complices. Sur l'excision, on a la même histoire. Donc voilà, c'est un sujet très complexe, mais oui, ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, sur la chose je viens d'entendre, c'est que les parents n'ont pas transmis leur religion. Non, ce n'est pas ça la question. C'est que, effectivement, moi, je pense que pendant un temps, les parents n'étaient pas soucieux de transmettre, comme les parents français aussi. C'est pas à nous de revendiquer que les parents transmettent ou ne transmettent pas. C'est que les gens, les idéologues politiques qui instrumentalisent leur religion, ils ont travaillé en disant les enfants qui ne connaissent pas la religion deviennent délinquants. Et ça, c'était quand même un discours à travailler. Donc, que les parents aient transmis ou n'aient pas transmis, ça ne change pas à se donner. C'est que ces gens-là ont trouvé sur le chemin de leur évolution des gens qui leur prêchent un bon discours dans le vide. Et je vous invite à regarder l'histoire des jeunes issus des immigrations. Pendant un temps, on a eu dans les leaders des mouvements de CPE, dans les leaders de mouvements de SOS Racisme, c'était des autres images des jeunes issus d'immigration, puisque ce qui les mobilisait, les jeunes, c'était les idéaux de la liberté et de l'égalité. Il faut retravailler sur la même mobilisation. Voilà. Alors, je vous demande encore quelques instants un tout petit mot pour conclure cette soirée, si tant est qu'on puisse conclure. Vous dire dans quelques instants, nous nous retrouvons autour d'un pot de l'amitié. Donc, ceux qui partent maintenant ont tort de ne pas se donner les moyens de poursuivre notre échange à bâton rompu. De cette soirée, je voudrais juste, sur 2-3 points, clarifier 2 ou 3 idées sur lesquelles il faut
que nous levions l'ambiguïté. Cela a été dit grâce à vos interventions. La laïcité n'est pas anti-religieuse. Elle est anticléricale. C'est-à-dire qu'elle refuse qu'un clergé puisse dire aux femmes et aux hommes de ce pays comment il faut vivre. Mais il n'est pas interdit à un clergé de conseiller à ses adeptes ou à ses ouailles une éthique, mais les citoyens sont libres à tout instant de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Donc il n'y a pas de discours anti-religieux de la laïcité, vous l'avez dit, il faut le réaffirmer. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'on est obligé d'accepter tout propos religieux. Et c'est la question du blasphème. On a le droit tout autant de croire, mais on a le droit aussi de critiquer les religions. Or, cela a été dit tout à l'heure, il faut savoir que cette liberté, aujourd'hui, n'existe pas en Alsace-Lorraine, puisqu'il existe toujours en terre concordataire un texte qui n'est pas appliqué, mais qui pourrait l'être, qui interdit le blasphème, et que, je crois que tu l'as rappelé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, aux Nations Unies, on a assisté il y a moins d'un an à une coalition des monothéismes pour essayer de faire voter par la Commission des droits de l'homme, et au nom du respect des minorités et du droit des religions à croire, on a essayé de faire passer un texte considérant comme blasphème toute critique des religions. Il faut que les religions acceptent donc qu'elles soient critiquées et pour autant, il faut nous défendre de cette idée qu'on veut coller à la laïcité en disant que les laïcs sont anti-religieux ou ce que racontent un certain nombre de gens qui ont créé cette épithète d'islamophobe, critiquer aujourd'hui certaines pratiques de l'islamisme, ce n'est bien évidemment ni du racisme, ni une attaque contre la religion, libre à chacun. Et je crois que ça a été rappelé avec force tout à l'heure. La question de la religion, et la laïcité, laisse chacun régler son propre problème éthique par rapport à la mort. Nous aurons tous, à un moment donné, à nous poser, si ce n'est déjà fait, la question de la mort. Et face à ces questions, je vous renvoie à Roger Martin Ducard. Je vous renvoie à quelques vieux romans où l'on voit des laïcs, au dernier instant, choisir de se faire assister par un prêtre parce qu'ils ont besoin de croire en l'éternité. C'est la liberté absolue de conscience. Mais ce n'est pas le problème de la laïcité, de savoir si Moïse émancipe ou non son peuple des soldats de Pharaon, si Jésus est ressuscité ou si Mohamed monte au ciel sur une jument blanche. Ce n'est pas le problème de la laïcité. Libre à chacun d'y croire. Mais ce qu'on veut nous faire croire, c'est que la religion, ce serait ça. Non. Ça, c'est la dimension spirituelle des religions. Toutes les spiritualités ne sont pas religieuses. Il y a d'autres formes de spiritualité. Mais ce que nous combattons aujourd'hui, qui est un nouveau combat, c'est le retour du religieux en politique. Voilà. Quand on voit ce qui se passe en Pologne, où il faut que les femmes se mobilisent parce que l'Église fait pression, comme elle l'a fait au Portugal, comme elle le fait dans de nombreux pays, comme elle l'a fait au Brésil, pour faire abroger les lois sur l'interruption volontaire de grossesse, on assiste, comme ils l'ont fait au moment du mariage pour tous, on assiste réellement aujourd'hui à un retour du religieux en politique, dont l'islamisme est le fer de lance, mais n'est pas le seul. Et il ne faut pas que ceci cache cela. Vous avez dit, je crois que c'est important, il y a toujours une culpabilité chez les laïcs. On a l'impression que si on affirme la laïcité, on va passer pour des sectaires. Quand en face, ils pratiquent leur religion avec le plus grand dogmatisme, je ne parle pas de ceux qui ont la foi et la vivent tranquillement, mais il y a une forme de culpabilité, notamment chez nos hommes politiques. Et je veux quand même rappeler que la loi de 1905 a été une loi qui n'a pas été une loi bobo, qui n'est pas une loi gentille, qui, contrairement à ce que certains évoquent, n'est pas un accord entre l'Église et la République. C'est 10 ans de négociations au sein des Républicains. C'est un combat très dur. Et la position d'Aristide Briand et de Jean Jaurès s'impose à la longue, mais en ayant fait des compromis avec la position de Combes et d'un certain nombre d'autres. Donc c'est un rapport de force. Et tous les députés, d'ailleurs, qui votent la loi sont excommuniés par l'Église. Ils sont excommuniés. Il faudrait donc aujourd'hui, on ose traiter la question du lien entre la République et certaines pratiques de l'islam de la même façon. Non pas contre la religion, car l'immense majorité des musulmans sont des gens qui demandent d'être des citoyens avec les mêmes droits, les mêmes devoirs que les autres. Mais il faut encore avoir le courage de traiter ceux qui, eux, expliquent que la charia doit se substituer aux lois de la République. Je voudrais un peu évoquer aussi, c'était le propos de Madame la Présidente tout à l'heure, il n'y a pas de République sociale sans République laïque. Mais il y a, et moi je vais donner aussi un nom, il y a aux choses et aux gens, il y a un discours à gauche, une culpabilité, qui consiste à dire qu'au nom de la question sociale, il ne faut pas trop poser la question laïque.
Parce que nous aurions affaire à des gens qui sont des petits-fils, des arrière-petits-fils de peuples colonisés, des victimes, et que donc, quelque part, la République doit continuer à payer les crimes de ses ancêtres. Et puis d'autres vont même plus loin. Ce fut le cas d'un congrès d'extrême gauche à New York il y a quelques années, qui considère que, d'une certaine façon, l'islamisme est le porte-étendard de la continuité de la lutte des classes contre la République bourgeoise, contre l'impérialisme américain. Et là, c'est caricatural, ma façon de le dire. Mais on trouve dans les partis de gauche modérés des gens qui, non pas de façon aussi caricaturale, mais qui consistent à dire que la laïcité, au fond, c'est bon pour l'Église, mais ça ne serait pas bon pour l'islam, parce que la plupart des musulmans sont des catégories sociales défavorisées. Outre que c'est plus tout à fait vrai, sociologiquement, on se rend compte que cet argument, qui est un sous-marxisme dégénéré, nous pose plus de problèmes qu'il ne prétend apporter de solutions. Alors, dit cela, ce n'est pas facile, parce qu'aussitôt, on se fait traiter de raciste, d'islamophobe, et votre serviteur en a son lot, comme Elisabeth Badinter ou comme un certain nombre d'autres gens. Et je mène ce combat avec Jean Glavany et Françoise Laborde à l'Observatoire de la laïcité, mais nous nous affrontons à la conception de son président, qui est la conception qui consiste à dire il n'y a pas de problème de laïcité en France. Chut, aimons-nous Folleville et allons à l'élection présidentielle. Ils croient lutter contre le Front National, ils en font le lit. Car cette politique-là conduit une partie de l'électorat populaire, malheureusement de plus en plus nombreux, à considérer qu'après tout, le Front National permettrait demain, s'il arrivait au pouvoir, de régler ces questions. Ces gens sont dangereux. Et ils sont dangereux parce que le communautarisme, cela a été dit, et je terminerai pratiquement par là, paraphrasant la phrase de Gambetta, je dirais le communautarisme, voilà l'ennemi. Il ne s'agit pas d'interdire à des gens de se retrouver par affinité de communauté. Il y a des juifs qui se retrouvent, il y a des violonistes qui se retrouvent, il y a des gens qui aiment le sport, il y a des homosexuels, il y a des francs-maçons, il y a des partis politiques. On se retrouve par affinité, et c'est normal. Là où il y a problème, c'est quand, au nom d'une appartenance communautaire, on demande une dérogation à la loi commune, puis des droits spécifiques, puis un droit particulier, puis des droits différents. Régis Debray nous avait prévenu il y a 30 ans, il avait écrit « Le droit à la différence mènera à la différence des droits ». Nous y sommes. Et ce débat divise à gauche et à droite, ce que j'essayais de dire dans mon propos liminaire. Un think tank qui est très proche du plus haut pouvoir en place aujourd'hui, je le cite, Terra Nova, avait écrit il y a 3 ans qu'il était favorable à une citoyenneté à géométrie variable, et pourquoi pas une citoyenneté musulmane pour tenir compte des spécificités culturelles de chacun. Autant dire qu'on revenait sur le principe de la Révolution française en considérant que l'appartenance culturelle de naissance était déterminante sur l'universalisme des droits républicains. Ce sont des questions de fond, vous en ferez ce que vous voudrez, mais je pense que, et je vous remercie de la richesse et de la qualité du débat de vos interventions. Je remercie nos intervenantes parce que vous aurez apprécié que nous essayons de ne pas tenir des discours simplement militants et d'annoncer des slogans, mais de réfléchir avec des espaces de contradiction. C'est le but du comité Laïcité République. Et à quelques mois d'une élection présidentielle importante, nous savons bien ce que nous ne voulons pas, être pris d'un côté dans le communautarisme et une pensée bobo qui fait le lit de l'extrême droite, et de l'autre côté, cette extrême droite qui n'a qu'à attendre le bec ouvert que le fruit lui tombe de l'arbre. Voilà, nous sommes dans une période difficile, c'est une période de sursaut, de recréation, et le fait que vous soyez là montre que la citoyenneté n'est pas un vain mot. Je vous remercie au nom du comité Laïcité République, et je laisse Babacar Lam, le président du comité nantais maintenant, vous dire à son tour un mot et vous inviter à nous retrouver en toute amitié autour d'un verre. Merci.